Bonjour et bienvenue. Merci Joy pour cette invitation à faire une présentation sur l'accessibilité, introduction, sensibilisation, et merci à tout le monde de participer. Je vais commencer par me présenter. Donc, qui suis-je? Marie Anotte. Donc, je travaille en tant que développeuse front chez ECDI, qui est une agence située à Paris et Grenoble. Ça fait presque 10 ans que je travaille dans le web. Je suis certifiée AccessiWeb, donc c'est pour ça que je vais vous parler plus d'accessibilité. OpQuest également, donc, qui est plutôt bonne pratique qualité web. C'est un positionnement qu'il y a aussi chez ECDI. Et au niveau des clients sur lesquels je travaille avec ECDI, je me retrouve à travailler par exemple avec des ministères, notamment celui de la transition écologique et solidaire, la direction de l'information légale et administrative, donc plutôt du secteur public, l'ONU, l'UNESCO. Après, on a des clients plutôt dans associatif, fondation, Emmaüs, Téléthon, voilà. Donc, on travaille un peu au fundraising, secteur public, voilà. Et donc, on rencontre des problématiques d'accessibilité. Donc, je vais commencer par vous faire une petite présentation générale. Ensuite, je parlerai plus de points concrets. Et pour finir, on aura un petit peu de temps sur des questions. Donc, je vous invite à garder vos questions pour la fin, sauf point bloquant. Voilà, donc présentation. L'accessibilité web, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, pour clarifier un peu le terme qu'on retrouve très souvent quand on parle d'accessibilité sur le web, A11Y, Accessibility. Donc la simplification du mot, donc A, 11 lettres, puis Y. Donc vous cherchez le hashtag AI ou A11Y sur Twitter, vous trouvez beaucoup d'infos sur le sujet. Alors l'accessibilité web, qu'est-ce que c'est? On a une définition qui dit que cela signifie que les personnes en situation de handicap peuvent utiliser le web, plus précisément qu'elles peuvent percevoir, comprendre, naviguer, interagir avec le web et qu'elles peuvent contribuer dessus. On peut penser aussi que ça bénéficie à d'autres, notamment les personnes âgées dont les capacités changent avec l'âge. Donc cette définition, un terme important, les personnes en situation de handicap, parce que c'est surtout pour elles qu'on fait de l'accessibilité. Donc je vais vous expliquer un peu plus ce qu'on entend derrière handicap. Donc on peut parler du handicap ou plutôt des handicaps qui peuvent être temporaires ou permanents. Donc un handicap, on peut considérer une situation physique de santé, mais c'est surtout des situations de handicap. C'est-à-dire que avoir une jambe en moins, ça n'empêche pas de se déplacer. Si on a des technologies qui nous permettent, par exemple, un fauteuil roulant, sur le web, c'est pareil. On a des technologies d'assistance qui peuvent permettre de naviguer sur le web, même si on ne voit pas ce qui se passe sur l'écran. Donc ça va revenir aussi comme terme les technologies d'assistance, donc en anglais Assistive Technologies, AT. Donc il faut prendre en compte la variété des situations de handicap. Donc ça peut être un handicap permanent, donc on va retrouver des obstacles sur la longue durée, un handicap temporaire, un bras cassé, on se retrouve à devoir aménager pour fonctionner avec un seul bras, ou un handicap de situation. Voilà, on a une main occupée, on n'a qu'une seule main disponible, comment on va utiliser notre téléphone ou notre ordinateur. Donc, on va faire le tour un petit peu des différents types de handicaps, des obstacles qui vont être rencontrés sur le web et des méthodes de contournement. Donc, on commence par le handicap qui nous vient souvent en premier à l'esprit, le handicap visuel, les handicaps visuels. Alors, on pense aux personnes aveugles, mais il y a toute une gamme de malvoyance. Donc, ça peut être de la myopie, presbytie, ça peut être des maladies dégénératives. On peut avoir une vision tunnel, c'est-à-dire qu'on voit qu'une toute petite partie de ce qui est en face de nous. Ou alors, on voit une vision périphérique, donc on voit que sur les côtés. Donc, les obstacles rencontrés dans ces différents types de situations, ça peut être les éléments qui sont trop espacés ou trop rapprochés, les tailles qui sont trop petites ou trop grandes, puisqu'on voit qu'une petite partie. J'ai pas parlé du daltonisme où on ne perçoit pas les couleurs de la même façon, et donc s'il y a des choses qui sont liées à la couleur, on va pas percevoir les différences.
Les images, si on ne voit pas bien et qu'on ne perçoit pas les images, il faut se reposer sur d'autres types d'informations. Les contrastes, donc toujours avec le daltonisme ou la malvoyance. Au niveau des méthodes de contournement, j'appelle ça, mais c'est surtout les technologies d'assistance qui vont être utilisées dans ces cas-là pour contourner ces obstacles. On a des choses qui sont de base sur nos devices, d'actionner le zoom, la loupe, actionner les versions contrastées. La navigation aussi avec les lecteurs d'écran. Donc c'est des synthèses vocales qui vont restituer le contenu sur les pages web ou les logiciels de l'ordinateur. Donc la navigation avec lecteur d'écran se passe généralement avec une navigation clavier, parce que bien sûr, on ne peut pas avec la souris. Si on ne voit pas ce qu'il y a sur l'écran, on ne peut pas naviguer avec la souris. À ça, on peut coupler aussi des plages braille, donc pour les personnes qui lisent le braille et qui puissent avoir une restitution du coup par le toucher. On peut utiliser aussi les modes de lisibilité améliorés, donc ça vous avez déjà des choses par défaut aussi sur les devices, ou alors installer des logiciels supplémentaires. Donc j'ai mis des petites images d'exemples en fait de différents types de navigation. D'autres types de handicap, le handicap moteur. Donc là, ça va se passer plus au niveau physique. Et les obstacles rencontrés vont être plus au niveau des interactions. Donc si on a un déplacement difficile, on peut peut-être pas utiliser la souris. Alors on va naviguer peut-être avec le clavier ou quelque chose qui simule la navigation clavier. Il y a tout un vaste panel de dispositifs qui simulent en fait la navigation clavier, par exemple des joysticks, des trackballs, des headsticks, donc qui sont manipulés avec la tête, des mouse sticks. Là, il y a une photo qui sont manipulés donc avec la bouche, donc pour pallier en fait à de pas pouvoir utiliser une souris telle que nous on peut en avoir plus l'habitude. D'autres obstacles rencontrés dans ces cas-là, c'est les limites de temps, les choses qu'on ne peut pas contrôler et qui empêchent en fait d'accéder à l'information qu'on est venu chercher, qui viennent du coup bloquer. Il faut aussi penser que d'autres types d'interactions, ça veut dire aussi une fatigue supplémentaire de manipulation, et que si on laisse pas le temps de réaliser les choses, on peut pas aller au bout de l'action qu'on avait prévue sur le site. On utilise aussi des claviers virtuels qui sont manipulés du coup par ce type de dispositif. Donc pour écrire un message ou taper une adresse, ça peut déjà prendre beaucoup de temps. Les handicaps auditifs, et on peut associer aussi les handicaps vocaux, même si sur le web on y est souvent moins confronté. Dans ce cas-là, c'est les personnes qui sont sourdes ou qui peuvent être sourdes et muettes. Dans ce cas-là, les obstacles rencontrés, c'est tout ce qui est lié avec le son, soit l'info qui est diffusée uniquement par le son, ou alors la surcharge sonore, parce qu'il y a vraiment toute une gamme de surdités différentes qui peuvent être, c'est pas seulement de pas entendre, ça peut être d'entendre seulement une partie ou d'entendre trop certaines fréquences par rapport à d'autres, et du coup de mal maîtriser en fait l'environnement sonore. Dans ces cas-là, les contournements employés ou qu'il faut mettre en place, c'est de donner le contrôle justement du volume. Il y a les personnes aussi qui ont des appareils auditifs pour mieux percevoir les sons, voire des implants. Et surtout, tout ce qui est passé uniquement par le son, c'est de donner une info textuelle, donc les sous-titres par exemple pour les vidéos, voire pour les personnes qui connaissent la langue des signes, de proposer une interprétation en langue des signes qui puisse restituer les contenus également. Et enfin, les types de handicap cognitifs ou neurologiques, où ici, pareil, une vaste palette de handicaps. Ça peut être le grand spectre de l'autisme, des difficultés de concentration, des troubles, même des migraines ou de la fatigue, l'épilepsie. Ça fait partie de tous ces types de handicaps qui vont du coup rencontrer comme obstacle sur le web la surcharge d'animation, la surcharge d'information, parce que si on a des problèmes pour se concentrer, on ne peut pas être perturbé par des choses qui bougent dans un côté de l'écran. Les limites de temps aussi, puisqu'il y a une fatigue et ça demande beaucoup d'efforts pour faire un process d'action.
Les tailles, les espacements entre les éléments, s'il n'y a pas de cohérence ou de lien d'association entre les éléments, les contrastes qui peuvent être trop forts ou pas assez forts, les textes aussi qui sont pas forcément explicites, manier les métaphores, l'ironie, ça peut rebuter certaines personnes qui comprennent pas les sous-entendus ou les deuxième degrés, voire troisième degrés. Les moyens de contournement dans ces cas-là, alors bien sûr on n'a pas tout qui peut tout contourner, mais certaines personnes vont préférer naviguer avec des lecteurs d'écran plutôt que lire, d'avoir l'information qui est restituée de manière sonore, parce qu'on peut avoir une grosse fatigue à lire ou des difficultés de lecture. La dyslexie, ça fait partie aussi de ce type de situation. Les modes de lisibilité améliorés, donc qui vont permettre de se concentrer, d'enlever toute cette surcharge, le correcteur orthographique pour plus facilement rédiger des messages, par exemple. J'ai mis dans les images un exemple d'une typographie, enfin d'une police de caractère qui a été créée. Alors pour les dyslexiques, bien qu'il y ait plusieurs types de dyslexie et tout le monde ne va pas forcément être sensible à cette police de caractère, mais qui permet en fait de faciliter la lecture, parce qu'une meilleure différenciation des lettres à la lecture et de ne pas confondre par exemple le B et le D, des choses comme ça. Donc ça, voilà, il y a des choses qui sont mises en place aussi pour pallier aux obstacles rencontrés. Alors, il faut avoir en tête que les handicaps peuvent aussi se combiner. Donc, par exemple, si on a un handicap physique qui inclut des difficultés de manipulation, qui induit une fatigue, au final, ben, ça va peut-être causer des troubles de la concentration en conséquence. Donc, les grands principes de l'accessibilité, qui sont donc pour s'assurer que les contenus soient accessibles, c'est-à-dire qu'ils soient perceptibles. Donc je peux les percevoir par la vue, mais aussi par d'autres moyens, puisqu'il n'y a pas que la vue comme sens de perception, qu'ils soient utilisables, donc manipulables, contrôlables, qu'ils soient compréhensibles. Donc je comprends ce qu'on est en train de me dire, c'est explicite et pertinent par rapport au contexte, et qu'ils soient robustes. C'est-à-dire technologiquement, ça peut s'adapter avec les technologies présentes et aussi futures. Comme je parlais de technologies d'assistance, par exemple les lecteurs d'écran, ils vont se baser sur comment le site ou les pages sont constituées techniquement pour pouvoir restituer l'information. Donc il faut que ce que je propose soit assez robuste pour être correctement restitué. Alors l'accessibilité, ça s'inscrit dans un cadre législatif, un cadre de référence pour pouvoir définir si, oui, ce que j'ai en face de moi, c'est accessible ou non. Donc on a des entités référentes sur ce sujet. À l'international, on a la Web Accessibility Initiative, donc WAI, du W3C. Je l'ai cité en tout début de présentation sur la définition de l'accessibilité web. Donc ils ont produit c'est un groupement qui a produit un groupement indépendant qui produit des guidelines internationales sur l'accessibilité, donc qui définissent pour le contenu web comment et par quels critères il doit être accessible. Donc ces guidelines s'appellent les WCAG, Web Content Accessibility Guidelines. Il faut savoir qu'ils produisent aussi des guidelines à destination, par exemple, des navigateurs, de comment ils doivent traiter le HTML qu'on leur fournit pour qu'il soit bien restitué aussi par les technologies d'assistance, et d'autres guidelines également sur le sujet. En France, on a deux entités référentes. L'entité gouvernementale Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État, donc c'est la DINSIC, qui produit le référentiel général d'accessibilité pour les administrations, qu'on appelle RG2A, dont je vais parler un petit peu plus juste après. Et donc ça, c'est vraiment une entité gouvernementale référente, et AccessiWeb, qui est une association indépendante qui a produit également un référentiel AccessiWeb. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs versions des deux référentiels, et maintenant ils sont communs en fait. Donc on se base toujours sur le RG2A pour parler d'accessibilité.
Donc au niveau des lois, parce que c'est un droit en fait de pouvoir faire toutes les actions nécessaires sur le web. Donc on a un principe de non-discrimination. Donc il y a des lois qui ont été éditées pour ça, donc pour garantir en fait l'accès aux droits et aux devoirs citoyens, garantir l'autonomie, parce qu'en fait sur le web, on peut faire plein de choses, on peut payer ses impôts, on peut faire ses courses, on peut gérer tous ses papiers, en fait c'est pas normal que certaines personnes puissent l'utiliser et d'autres non si c'est mal conçu. Donc en France, il y a la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances qui a posé les bases de ça, avec un décret qui est venu en 2009 qui précise un petit peu l'application et qui définit notamment l'obligation pour les services publics de proposer des sites web, des applications web donc accessibles. Cette loi a été complétée par l'article 106 de la loi pour une république numérique qui vient étendre en fait l'application, préciser aussi des choses, que ça concerne les sites, les applications, mais aussi intranet, extranet, des applications mobiles, les bornes, des bornes tactiles qui viendraient, enfin tous les services vraiment web du service public, et aussi que ça s'appliquerait aux entreprises privées au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Par contre, le décret pour préciser ça n'est pas encore paru, donc on ne sait toujours pas à partir de quel seuil de chiffre d'affaires. Voilà, mais faut savoir qu'en fait ça s'étend et c'est une évolution qui est similaire à ce qui se passe aux États-Unis. Alors aux États-Unis, la loi de référence, parce que je parle des États-Unis parce que c'est un petit peu ce dont on va surtout entendre parler à l'international, c'est la section 508 et le American with Disabilities Act, ADA, qui définit également l'obligation pour le secteur public d'accessibilité, mais de plus en plus pour le secteur privé. Et on a aussi aux États-Unis beaucoup de class actions, donc des procès de groupe d'utilisateurs, enfin d'internautes contre des entités, des gros groupes ou des supermarchés, tout ça, dont les sites ne sont pas accessibles. Et généralement, ils gagnent ces procès. Donc c'est quelque chose qu'on va peut-être voir arriver en France aussi. Enfin, voilà, pour rétablir au niveau légal. Donc je vous parlais du RG2A, des WCAG, donc les Guidelines internationales ou françaises. Elles sont similaires, c'est plutôt une façon de présenter, une façon d'organiser en fait les critères de référence, etc. Mais elles sont complémentaires et elles définissent des mêmes niveaux de conformité. Donc on a 3 niveaux. Le niveau A, qui est le niveau minimal, pour définir que c'est accessible. Le niveau AA, qui est le niveau suffisant, c'est-à-dire c'est le niveau minimal, plus d'autres améliorations qui permettent une utilisation plus confortable, on va dire améliorée, enfin légèrement améliorée. C'est ce niveau AA, double A, qui est demandé par la loi en France et via le RG2A, donc pour tout ce qui est secteur public. Et le niveau triple A, donc ça c'est le niveau amélioré de haut confort, qui est quasiment inatteignable puisqu'on ne peut pas aller dans tous les détails sur tous les sites, mais par contre qui donne des pistes sur tout ce qui est améliorable et s'il y a des choses qu'on peut mettre en place, de pouvoir les mettre en place sur les sites selon les contenus et les besoins. Donc ces référentiels, ils se basent sur des systèmes de critères et de tests qui sont conformes ou non conformes. Donc c'est quelque chose de très strict et très très sérieux, on va dire, sur l'application des audits de sites. On peut aussi déroger certains contenus dans un site pour dire ce contenu-là, on sait qu'on va pas pouvoir le rendre accessible. Par contre, on peut déroger qu'un contenu, on peut pas déroger à un critère global. On peut dire ce contenu-là, on sait qu'il n'est pas accessible, mais on va proposer cette alternative-là. On va donner un autre moyen d'accéder à l'information, par exemple. Et ces niveaux de conformité, ils peuvent être validés, certifiés par une labellisation. Alors la labellisation en tant que telle n'est pas obligatoire, c'est la conformité des sites du secteur public qui est obligatoire. La labellisation permet de le certifier, de le valider, puisqu'il y a un audit, une visite de contrôle, et donc qui valide à un instant T l'accessibilité.
Donc le label e-accessible, c'est le label lié au RG2A, donc le label qui va être attribué par la DINSIC. Donc lui, il est dédié au site du service du secteur public. Il existe aussi en parallèle le label Access Web, dont je vous disais, qui est une association qui est indépendante et qui, pour le coup, peut permettre de labelliser des sites plutôt du secteur privé. Donc ça peut jouer aussi en termes d'image et de montrer des efforts qui sont faits sur les sites. Alors, on va passer dans la partie un petit peu plus concrète que j'ai souhaité sectoriser, on va dire, par un peu les phases d'un projet web. Donc, on va passer d'abord par la conception design, ensuite tout ce qui est contenu éditorial et puis tout ce qui est développement. Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir vous dire tout ce qu'il faut faire pour faire un site accessible. Par contre, j'avais envie de mettre en avant des points particuliers qui peuvent être mis en place aussi dès aujourd'hui. Des points d'attention à avoir quand on fait des maquettes, quand on consulte des maquettes et qu'on prépare le développement. Et voilà, les choses qui peuvent être bloquantes et que du coup, si on les résout, ben, ça permet la meilleure consultation des sites. Donc, au niveau de la conception et du design, l'idée c'est de penser, d'avoir en tête en fait toujours les multiples expériences utilisateurs. Je vous ai expliqué les multiples obstacles qui peuvent être rencontrés lors de la navigation sur le web. Donc le but, ça va être de penser à ces obstacles, essayer d'éviter de les mettre en place, éviter de bloquer les choses, et au contraire de penser que voilà, il y a plusieurs façons de naviguer, de percevoir et de les avoir en tête quand on conçoit. Donc au niveau de la structure générale, déjà d'offrir une cohérence globale, une harmonisation entre les styles des éléments, des composants d'une page à une autre, d'un gabarit à un autre, d'une utilisation à un autre, entre les intitulés aussi, le formulaire de recherche à un endroit, il a les mêmes intitulés quand il est dans une autre page, même s'il n'a pas exactement la même forme. Ça permet en fait de mieux se situer et de mieux se repérer dans les différents éléments d'un site. La lisibilité, donc lisibilité, la taille des textes, les espacements aussi entre les éléments, les associations globales, la taille des éléments interactifs, donc la taille des boutons, des liens, de tout ce qui va être manipulable. Ça, on le fait aussi normalement si on pense écran tactile, donc on pense la variété de situations de consultation. On va faciliter la manipulation pour des personnes qui pourraient avoir des difficultés de préhension, de précision pour la manipulation. Une chose importante de prévoir des liens d'accès rapide, c'est quelque chose qui permet en fait, surtout pour les personnes qui naviguent au clavier, d'accéder rapidement à une partie de la page. C'est pas pareil, on scrolle pas un écran et on arrive directement à la partie qu'on voit, mais plutôt on navigue au clavier d'un élément interactif à un autre. Donc ça va de prévoir des liens qui permettent d'accéder directement à la partie du site, par exemple la partie du contenu principal. Donc je voulais vous faire une petite démonstration très rapide. Ah oui, j'avais le Wi-Fi tout à l'heure, mais je ne l'ai plus, je crois. Alors, je vais le remettre. Oui, c'est ça. Si, ça marchait tout à l'heure. Hop. Voilà. Donc là, je manipule le clavier uniquement. Donc là, j'ai mis donc, je sais pas si vous avez probablement un peu l'habitude quand même de naviguer au clavier. Donc on navigue surtout par la touche tabulation, donc passer d'un élément interactif à un autre. Donc là, j'ai mis le focus du clavier dans la barre d'adresse du navigateur. Donc je vais passer avec la tabulation au focus dans la page. Donc le focus est sur la page. Vous voyez apparaître les petits pointillés autour de l'écran. Alors c'est peut-être un peu petit selon comment vous regardez ici en projection. Je vois que les gens plissent les yeux, mais le contraste n'est pas très bon. Voilà. Mais le focus est sur la page et je tabule encore une fois. Et j'arrive, donc on voit apparaître ces liens d'accès rapide qui permettent d'aller directement au menu, directement au formulaire de recherche, directement au contenu principal et directement au footer.
Donc, par exemple, si je vais au menu, donc là c'est un lien vers une encre tout simplement, donc je fais entrer, j'arrive au menu et mon focus est déjà dans les liens du menu. Donc ça permet en fait, sur ce site-là, le header est assez light, donc il n'y a pas trop d'éléments à passer, mais sur certains très gros sites, on a des multiples menus et tout ça, et ça permet d'arriver directement au contenu plutôt que de tabuler 100 fois avant d'arriver à ce qu'on est venu chercher. Alors, je reviens de la présentation. À chaque fois dans les slides, je vais mis des petits liens supplémentaires que vous pourrez consulter. Je partagerai les slides à Joy qui vous les transmettra, qui permettent d'aller plus loin, de voir plus en détail aussi des choses. Donc ici, par exemple, il y a un guide sur la conception qui est édité par la DINSIC, donc en lien avec le RG2A, qui explique aussi voilà, tous ces points d'attention à prendre en compte. Ou les notices accès de web, qui sont aussi une vulgarisation des points d'attention à avoir en tête. Au niveau des formulaires, qui sont des éléments interactifs assez importants sur les sites généralement, des choses à penser. Alors peut-être que vous le faites déjà, et dans ce cas-là c'est très bien. Si vous le faites pas, réfléchissez-y la prochaine fois soit que vous designez un formulaire, soit que vous le développez, soit que vous consultez la maquette, et comme ça vous pouvez faire des retours avant le développement. C'est d'indiquer les champs obligatoires. Ça permet de prévenir l'internaute de ceux qui doivent réellement remplir, et puis s'il veut aller vite, il remplit que ce qui est obligatoire, il n'a pas besoin du reste. Donc s'il faut que ce soit indiqué visuellement, et pas juste la petite astérisque qui peut être quelque chose qui peut prêter à confusion. Dans ce cas-là, il faut préciser que voilà, les champs marqués dans l'astérisque sont obligatoires. Parler des problématiques de compréhension des contenus, de préciser les formats demandés. Donc ça permet que l'internaute remplisse le champ avec déjà en tête qu'est-ce qu'on attend de lui, plutôt que de se rendre compte à la soumission du formulaire que en fait c'était pas ce format de téléphone là qu'on me demandait, mais on m'avait pas dit ce que je devais faire en fait. D'avoir les labels, donc les étiquettes des champs qui soient visibles, donc qu'on sache le champ qu'on est en train de remplir, et surtout qu'une fois qu'on l'a rempli, qu'on sache de quel champ il s'agit. Alors sur un petit formulaire, ça se voit pas forcément, mais sur des gros formulaires, une fois qu'on a rempli plein de coordonnées, tout ça, de savoir si on veut modifier quelque chose, attends, c'était mon adresse ou bien l'adresse du voisin qu'il fallait que je modifie. D'avoir des messages d'erreur explicites. Donc on accompagne en fait la saisie du formulaire quand on soumet et qu'on renvoie des messages d'erreur. On les rédige d'une manière qui soit compréhensible par l'internaute pour qu'il puisse corriger ce qu'il fait, qu'il sache quels champs exactement sont en erreur, et qu'on l'accompagne en fait dans sa saisie. En accessibilité, les CAPTCHA posent souvent une problématique puisqu'ils sont généralement uniquement visuels. Or, tout le monde ne peut pas voir les images ou les voir correctement, surtout qu'ils sont de moins en moins lisibles. Donc dans ce cas-là, si on peut éviter d'avoir des CAPTCHA, si on a d'autres méthodes pour la sécurité des formulaires, c'est encore mieux. Si on est obligé de passer par ce CAPTCHA visuel, dans ce cas-là, de proposer des alternatives de CAPTCHA sous d'autres formats, les CAPTCHA sonores, ou des questions à répondre, ou alors une validation par SMS. Enfin, il y a plein de possibilités après avoir ce qui est possible de mettre en place. Et j'ai précisé aussi les niveaux AA, parce que là, tous les points que je vous cite, c'est le niveau A, donc le niveau basique d'accessibilité. Il y a certains points qui sont le niveau AA, donc le niveau suffisant au niveau de la loi, qui est pour les formulaires, par exemple, si on saisit des données personnelles, il faut permettre à l'utilisateur de pouvoir les corriger, les vérifier et les corriger avant la soumission définitive, ou alors qu'il ait plus tard la possibilité de pouvoir revenir les modifier. Donc s'il se crée un compte, généralement il peut plus tard les modifier, mais s'il envoie un message de contact, c'est au moment où il va soumettre que tout est enregistré, donc qu'il ait soit une étape de validation, de correction avant la soumission définitive, ou alors de valider explicitement ce qu'il soumet. Laisser le contrôle à l'internaute. Donc, je vous parlais tout à l'heure des limites de temps, des animations qui peuvent être bloquantes dans la navigation. Donc, si on peut éviter les déclenchements automatiques, on laisse l'internaute décider lui-même s'il veut lancer ou pas cette animation, cette vidéo.
S'il y a une contrainte qui fait qu'il faut absolument déclencher automatiquement, il faut dans tous les cas laisser la possibilité de stopper les animations et de pouvoir les relancer ensuite à la demande. Pareil pour les limites de temps, laisser la possibilité soit de suspendre la limite le temps de faire l'action, soit de modifier la limite de temps et de pouvoir l'allonger pour si on a besoin de plus de temps. Et tout ce qui est contenu modifié en temps réel, c'est-à-dire quelque chose qui va se modifier dans la page sans rechargement. Ça peut être quelque chose qui se passe à un endroit de l'écran alors qu'on est situé à un autre endroit à ce moment-là. On n'a pas forcément la perception globale de tout ce qui se passe sur la page. Dans ce cas-là, il faut prévenir à l'avance qu'il y a quelque chose qui va changer ailleurs, comme ça on sait qu'on pourra aller voir ce qui a changé. Ou alors que le déclenchement soit via une action explicite, par exemple un bouton qui dit voilà, recharger la liste de résultats. Ou alors il y a d'autres techniques, j'en parlerai un peu plus tard sur les interactions complexes, pour indiquer que voilà, quelque chose a changé dans la page, on peut aller voir où ça se passe. Donc j'ai mis une petite capture d'écran des boutons d'un carrousel. Donc quand si vous êtes amené à faire un carrousel parce que demande, de toujours penser au petit bouton play, pause, donc stopper, relancer le carrousel, en plus de la pagination pour savoir sur quel slide on se trouve, et puis des boutons suivants précédents. Donc les carousels où on ne sait pas où on est, on ne peut pas les stopper, on ne peut pas passer à la suivante comme on veut, voilà, ça c'est complètement bloquant. Au niveau du design, surtout, dans ce cas-là, les images, les couleurs et la mise en forme, donc c'est tout ce qui est perçu visuellement. Or, tout le monde ne va pas les percevoir forcément de manière visuelle. Dans ce cas-là, il faut que ce soit complété d'une manière textuelle ou structurelle qui pourra être restituée par les différentes technologies d'assistance, notamment les lecteurs d'écran. Quand on ne perçoit pas les images, ça va être restitué sous forme de texte dans la synthèse vocale. Donc d'avoir l'info en fait pas uniquement par la couleur ou par l'image. Ici j'ai mis une petite capture, c'est sur le site de service public. Il y a une catégorisation, les particuliers, les professionnels, les associations. Donc ils ont chacun une couleur attribuée. Ici on est dans la page où c'est les particuliers qui sont c'est l'onglet particulier, on va dire, qui est actif. Si je vois uniquement les onglets, je peux voir que lui, il est mis en avant d'une certaine manière. Par contre, si je ne perçois pas visuellement ou les couleurs, j'ai besoin d'une autre info pour savoir que c'est celui-là qui est actif. Donc là, par exemple, il y a un title qui a été ajouté pour indiquer que ce lien-là, c'est le lien qui est actif actuellement. Vous voyez rien ? Ok, d'accord. On peut imaginer aussi, par exemple, qu'il y ait des actualités qui soient catégorisées particuliers, professionnels, associations. On peut penser en design, se dire, voilà, l'actualité là, je lui mets un petit carré bleu parce que c'est particulier, et puis celle-là, c'est professionnel, je mets un petit carré rouge. Or, si on met juste la couleur, si on ne perçoit pas la couleur, on ne sait pas à quelle catégorie c'est relié. Donc dans ce cas-là, de prévoir de plutôt mettre un label textuel pour préciser. Un critère AA qu'on retrouve assez souvent, c'est les contrastes qui sont généralement de base insuffisants si les designers n'ont pas pris en compte la gestion des contrastes. Donc dans ce cas-là, soit on peut améliorer les contrastes pour avoir un contraste suffisant. Donc c'est basé sur la luminosité, il y a des calculs compliqués, mais bon, il y a des outils qui permettent de vérifier. Donc là j'ai mis un lien par exemple vers Color Contrast Analyzer, qui permet de sélectionner une couleur de fond, une couleur de texte, de vérifier que le contraste est similaire selon le niveau de conformité recherché. Il y en a plein d'outils qui permettent de faire ça. Si on ne peut pas changer les contrastes, peut-être une charte graphique qui est beaucoup trop contraignante, à laquelle on ne peut pas toucher, dans ce cas-là, de prévoir la fonctionnalité d'une version contrastée, c'est-à-dire que l'internaute va pouvoir actionner cette version contrastée qui va lui permettre de mieux percevoir les couleurs et les textes notamment. Donc je vais vous montrer un petit exemple, par exemple sur un site qui offre donc Access 42, qui est une agence spécialisée dans l'accessibilité et qui offre une petite fonctionnalité sur leur site de changer les contrastes. Donc, en fait, eux, ils ont déjà prévu par défaut un contraste assez fort sur les éléments, mais ils proposent en plus des contrastes renforcés qui viennent
voilà, qui viennent accentuer encore le contraste entre le texte et le fond. Ou alors, on peut proposer, bon là c'est vraiment, il propose la plus vaste palette de possibilités, des contrastes inversés. Alors attention, si vous n'avez pas l'habitude, au début ça pique les yeux, mais il faut savoir que ça permet pour certaines personnes une meilleure lisibilité. Donc les contrastes inversés, souvent le jaune avec le bleu pour... voilà, c'est apparemment une des meilleures combinaisons au niveau de la lisibilité. Voilà, mais prévoir une version de contraste renforcé est déjà amplement suffisant quand on ne peut pas mettre en place les contrastes déjà suffisants dans la charte de base du site. Alors on va passer aux contenus qui sont un petit peu à la confluence entre la conception éditoriale, les contenus qui vont être renseignés sur le site peut-être par les clients aussi, et qui vont être restitués dans le markup par le développement. Donc c'est un petit peu à la confluence des trois. C'est un peu le cœur des sites, parce que généralement quand on vient sur un site, c'est pour accéder à une information, un contenu, effectuer une action. Donc il faut que ces contenus ils soient perceptibles, structurés, etc. Donc structurés, consultables, bien sûr, c'est le but. Et peu importe le type de contenu. Donc pour la structuration, déjà de hiérarchiser les titres dans la page. Donc je parle en fait du côté contenu plutôt souvent quand les personnes les renseignent dans un éditeur de texte dans le back-office d'un site, et que c'est là qu'ils vont mettre en forme les contenus, de penser à bien structurer les titres. On passe d'un titre de niveau 2 à ensuite un titre de niveau 3, et on saute pas des niveaux entre les titres. Ça permet ça hiérarchise le contenu de la page, et ça permet du coup la meilleure restitution, parce qu'il y a des personnes qui naviguent par exemple navigation au clavier ou en lecteur d'écran d'un titre à un autre. Donc ça permet une vision en diagonale de la page et du contenu, sans devoir lire le détail à chaque fois, et d'arriver directement là où on veut. Si on a des choses qui sont sous forme de listes, et bien que ce soit des vraies listes derrière, donc d'utiliser un vrai système de liste, et pas un tiret, un espace, et puis mon petit texte, et retour à la ligne, tiret, espace, etc. Pas de tableau pour la mise en forme, parce que on peut être tenté parfois, on veut faire un truc en 2 colonnes, voilà, on fait un tableau, sauf qu'un tableau c'est vraiment un type de données spéciales, et si c'est sous forme de tableau, c'est consultable aussi d'une manière différente au clavier ou avec les lecteurs d'écran. Donc c'est une contre-indication en fait entre du contenu texte simple et un contenu de tableau. On a des liens entre les cellules, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de différent, donc pas l'utiliser pour la mise en forme. Et ne pas utiliser de balises obsolètes. Généralement, quand on fait des copier-coller depuis Word, il intègre plein de petites balises, fontes, des choses qui n'existent plus, qu'on ne devrait plus du tout utiliser, et il le fait encore. Donc, de s'assurer qu'on a la fonctionnalité pour nettoyer le texte, les contenus qui sont importés, avant de les intégrer. Donc là, je vous ai mis des liens vers un guide du contributeur accessible par la DIMZIC aussi, et les notices accès de web qui sont sur l'éditorial également. Au niveau des liens et téléchargements, c'est souvent la base d'un site, c'est envoyer des liens d'une page à une autre, envoyer vers un document. Donc il faut que les intitulés soient explicites pour que quand on navigue sur ce lien, on sait ce qu'on va trouver derrière. Donc est-ce que ça va être une page, est-ce que ça va être un document? Si c'est un document, de savoir est-ce que ça va être un PDF de 300 mégas et peut-être que je vais le télécharger plus tard, ou de savoir donc le format, le poids, et éventuellement s'il est dans une autre langue, parce que moi si je lis pas l'allemand, je vais pas télécharger un PDF qui est en allemand. Préciser aussi si il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Alors ça c'est plus pour les personnes qui naviguent sans voir sur l'écran les nouveaux onglets ou les nouvelles fenêtres qui s'ouvrent. Dans ce cas-là, de savoir qu'ils vont changer pour une nouvelle fenêtre et ne plus rester dans la même page. Je disais des intitulés explicites, j'ai mis une petite capture d'écran de en savoir plus barré, c'est-à-dire que si je vois un lien en savoir plus tout seul, je sais pas ce qu'il va faire exactement. Donc, alors il y a le contexte du lien qui va pouvoir laisser comprendre ce qui va se passer si je clique dessus.
Par contre, l'idéal, c'est d'avoir, lire l'article, machin, de préciser un peu plus ce qui va se passer. Et si on met en téléchargement des documents, si on veut que le site entier soit accessible, il faut que les documents qu'on propose au téléchargement soient aussi accessibles, puisque c'est du contenu qu'on propose. Alors à moins ce contenu soit déjà dans le site, et dans ce cas-là, c'est une version alternative sous un autre format. Mais si c'est le contenu est contenu uniquement dans ce document et que c'est nous qui produisions ce contenu, dans ce cas-là, s'assurer qu'il soit accessible. Donc il y a là pour le coup un guide dédié sur la création de documents accessibles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut avoir en tête que généralement les documents Word sont plus accessibles si on les formate bien avec les titres, si on respecte les mêmes guidelines sur le contenu, de la structuration des listes, etc. Qu'on va garder en fait une structure du contenu à l'intérieur, alors que les PDF souvent ça aplatit et qu'il faut dépenser beaucoup d'énergie pour re-rendre accessible un PDF après coup. Donc c'est pas le but. Et au niveau des images, donc ça c'est souvent la première chose qu'on entend au niveau de l'accessibilité, il faut mettre des textes alternatifs aux images. Donc oui, il faut savoir aussi quand il faut en mettre ou pas. Donc j'ai mis dans les liens un petit schéma de décision du HALT par CleverEdge. Donc un petit schéma qui dit l'image elle vient juste compléter l'article, mais si je la vois pas, si je lis le texte de l'article, j'ai tout ce qu'il faut. Dans ce cas-là, c'est une image de décoration. Elle a besoin d'avoir juste un HALT vide. On sait que c'est une image mais qu'elle ne contient pas d'informations. Ou alors c'est une image qui est dans un lien, et dans ce cas-là, il faut qu'elle porte l'intitulé du lien, parce que sinon j'ai un lien mais je sais pas ce qu'il fait. Si je perçois pas l'image, je sais pas ce qu'il y a derrière le lien. Donc dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un texte alternatif qui serve d'intitulé pour ce lien. S'il y a des images plus complexes, par exemple une infographie, dans ce cas-là, de prévoir une transcription textuelle à côté, parce qu'on va pas mettre un halt de 10 km de long sur l'image. Dans ce cas-là, on va proposer à côté le texte qui restitue le contenu qui est dans l'image et qui peut peut-être pas être perçu. Donc j'ai mis un petit exemple, je vous montre rapidement, mais c'est une infographie justement qui parle de la loi pour les personnes handicapées. Donc il y a plein de contenus et c'est juste une seule grande image. Vous pourrez le consulter plutôt en détail, mais je voulais montrer l'exemple de sa transcription textuelle qui a été du coup rédigée par Access 42, qui précise, et pour montrer en fait que même une image très complexe, il y a toujours moyen de la restituer de manière textuelle pour comprendre et garder même l'ironie ou les petites piques d'humour qui sont inclus dedans. Voilà, je vous laisserai aller regarder. Et au niveau des contenus plus complexes, les contenus audio et vidéo, c'est tout à fait possible d'en mettre sur le site. Il faut juste s'assurer que déjà on peut les consulter, c'est-à-dire qu'on peut les contrôler le volume, contrôler l'avancement, etc. Donc utiliser des players accessibles. Donc par exemple, YouTube est accessible, donc c'est quand même pas mal de le savoir. Donc s'il est navigable au clavier, etc. On peut vraiment tout manipuler dans le player. Faut savoir que Dailymotion ou Vimeo sont moins accessibles, il manque des petites choses. Enfin, Dailymotion est vraiment pas top du tout. Vimeo, il manque des petites choses en navigation clavier. Il existe d'autres players aussi qui sont faits pour ça. On prévoit d'associer une transcription textuelle. Voilà. Pas si c'est une musique, mais dès qu'il y a des paroles, un dialogue, de prévoir le texte associé pour qu'il puisse être restitué pour les personnes qui ne pourraient pas entendre ce qui se dit. Sur une vidéo, de prévoir les sous-titres, des sous-titres dans la même langue que ce qui est dit. Et dans les critères en double A, de prévoir l'audio-description pour les passages qui nécessiteraient de préciser ce qui est en train de se passer visuellement, mais qu'on ne peut pas percevoir par le son. Et aussi de prévoir les sous-titres et la transcription textuelle en direct. Donc là, c'est quelque chose qui demande un peu plus de moyens. Mais il faut savoir qu'il y a des sociétés spécialisées dans la gestion des sous-titres, la rédaction des sous-titres et l'incorporation après coup, ou voire en direct.
donc, et qui coûte pas forcément énormément cher. Donc là, c'est plus un conseil, conseiller les clients ou les personnes qui veulent diffuser des vidéos sur ces sujets-là. Donc juste pour vous montrer un petit exemple que je vais pouvoir dire, parce que ça rentre dans le sujet aussi. Donc c'est une vidéo qui est initialement en anglais et que Atalan a repris en proposant dessous la transcription textuelle complète de la vidéo, donc tout ce qui se dit et puis ce qui se passe ici au sein de la vidéo. Je vais vous en montrer un petit extrait, puisque ça permet de voir ici comment une personne aveugle utilise un ordinateur donc avec un lecteur d'écran. Alors je sais pas au niveau du son si c'est... Donc voilà un petit exemple si vous aviez jamais vu la navigation avec un lecteur d'écran aussi. Donc il faut savoir que voilà sur Mac il y a VoiceOver qui est intégré par défaut, donc il faut l'activer juste pour pouvoir l'utiliser. Et il en existe d'autres sur Windows, notamment NVDA en open source, JAWS qui est un peu payant mais on peut utiliser des sessions limitées si on veut juste tester l'utilisation. Voilà, c'est une expérience intéressante aussi si vous l'avez jamais fait de regarder un peu comment tout ce que vous faites sur un écran est restitué par un lecteur d'écran localement. Vous avez aussi la visionneuse de parole si au niveau du son c'est trop complexe au départ, vous pouvez juste voir textuellement qu'est-ce qui restitue. Alors, on va passer à la partie développement, donc peut-être ce qui va vous intéresser un peu plus vu la proportion de développeurs dans l'équipe, si j'ai bien compris. Donc l'idée, c'est de consolider sur ce qu'on fait sans casser l'accessibilité par défaut. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'un site, c'est de base du HTML, auquel on va ajouter du CSS, du JavaScript et d'autres choses, mais le HTML de base, si on l'utilise bien, il est accessible. Et après, c'est tout ce qu'on va faire avec qui peut casser en fait l'accessibilité par défaut. Donc la base de la base, c'est de connaître les standards du HTML, de la structure, de la sémantique et d'utiliser les éléments appropriés aux bons endroits.
Donc, si on a du texte, il se balade pas tout seul dans une div, il est dans un paragraphe ou dans toute autre balise qui indique que c'est un élément textuel. Si on a un lien, c'est un lien. Si on a une liste, une forme de liste, par exemple une liste d'actualité, c'est une vraie liste derrière des éléments ULLI, des choses comme ça. Donc tout ça, je vais pas vous apprendre le métier, mais après, c'est ce qu'on manipule au quotidien, le HTML, donc il faut le connaître en détail. Il y a notamment un guide très intéressant, le guide de l'intégrateur édité par la DINSIC, donc j'ai mis en lien sur cette slide, qui reprend pas à pas toute la structure d'une page HTML, les éléments, les balises qu'il faut employer pour telle ou telle chose, qui permet un rafraîchissement des bases, si ça fait longtemps, et qui permet aussi de découvrir des choses, parfois des petites utilisations pointues du HTML qu'on n'a pas eu l'occasion de voir, si on n'a pas été sensibilisé. Dans la partie développement, le but c'est d'implémenter correctement les contenus. Donc tout ce que je disais avant sur la hiérarchisation des titres, sur les images avec leur texte alternatif, j'ai d'ailleurs zappé l'histoire de la légende d'une image. S'il y a une image avec légende, qu'elle soit renseignée de manière associée, il faut s'assurer que à l'étape de développement, tout ce qui a été contribué en tant que contenu soit restitué de manière correcte avec les balises correctes à ce niveau-là. Il faut également gérer la langue du site. Pourquoi c'est important? Parce que vous voyez le lecteur d'écran juste avant, il peut lire toutes les langues. Il faut juste qu'il sache quelle langue il est en train de lire pour prendre la bonne prononciation. Parce que si vous lisez un site en anglais avec le lecteur d'écran, la voix française, je vous dis déjà vous comprendrez rien. Donc là c'est pour faciliter vraiment la compréhension et puis la consultation des contenus, de préciser la langue. Alors, ne pas enlever l'outline. L'outline, c'est la petite indication de focus. Je vous avais montré tout à l'heure les petits pointillés sur Firefox, sur Chrome, c'est une sorte d'ombre portée bleue. Donc, c'est ce qui indique le focus, où se trouve le focus actuellement et qui est indispensable pour la navigation clavier. Donc, ne pas l'enlever. Si vraiment il fallait l'enlever, en fait, il faut le remplacer par un dispositif pour être sûr que on percevra toujours le focus pour que les personnes qui naviguent au clavier puissent, ou tous les dispositifs assimilés qui simulent une navigation clavier, qui est toujours l'info de où ils en sont dans la page et quels éléments ils peuvent accéder. Aussi, ne pas bloquer le zoom ou la rotation, les changements, parce que il faut laisser les internautes décider la meilleure façon qu'ils ont de consulter cette page. C'est peut-être qu'ils vont avoir besoin de zoomer à fond pour pouvoir lire correctement les contenus. Il faut pas les bloquer, les empêcher. Au niveau des formulaires, donc on en parlait tout à l'heure au niveau de la conception, et au niveau du développement, il faut prolonger l'action, c'est-à-dire que d'utiliser par exemple tous les types HTML5 pour les champs de formulaire, ça précise aussi le format, le type de contenu attendu. On relie bien les labels et les champs pour que on peut cliquer sur le label et ça va remplir le champ. On sait quand on arrive dans le champ, notamment avec un lecteur d'écran, ça restitue le nom du champ pour savoir ce qu'on doit renseigner dedans, parce que sinon on sait pas si on a que des champs de texte, on sait pas ce qu'on doit renseigner entre le nom, le prénom, l'adresse, etc. On regroupe les champs associés. Alors soit les regroupements par thématique, par exemple si je dois d'abord renseigner mes coordonnées puis les coordonnées de mon conjoint, il faut que je sache si je suis en train de renseigner nom prénom à moi ou bien à mon conjoint. Donc on les regroupe avec des balises appropriées qui légendent et qui donnent l'info du groupe de champs dans lequel on se trouve. Et c'est important aussi pour les listes de checkbox ou de boutons radio, donc les choix uniques, choix multiples, pour les relier ensemble parce qu'elles sont indépendantes et qu'on sache en fait, qu'on leur donne un intitulé global, de savoir là je suis en train de choisir la catégorie et donc j'ai toute une liste pour la catégorie, je donne une sorte de label global pour toute cette liste de checkbox. On génère des messages d'erreur explicites, donc ils ont été conçus, on l'espère, de manière explicite, c'est-à-dire de préciser le champ, vous avez renseigné une adresse dans le champ email qui n'est pas valide, donc merci de la corriger.
plutôt que de dire le champ email est en erreur, mais on ne sait pas ce qu'il y a comme erreur, si c'est qu'il n'est pas rempli, c'est qu'il n'est pas valide, etc. Après, pour des champs plus complexes, de le préciser le plus possible. Donc ça, généralement, c'est au niveau du développement qu'il faut bien mettre en place ces messages d'erreur suffisamment clairs et pertinents à ce niveau-là pour accompagner les internautes. Et surtout, quand on soumet un formulaire, et donc généralement ça recharge la page pour afficher un message de confirmation ou pas, d'indiquer également dans le titre de la page. Ça permet pour les personnes qui ne voient pas la page en direct, donc qui ne vont pas accéder tout de suite au message de confirmation ou non, ce qui va être restitué en premier par un lecteur d'écran par exemple, c'est le nom, le title de la page. Donc si dans le title on a déjà l'info de le formulaire a été soumis ou non, si le formulaire a été soumis avec succès, super, je peux passer à autre chose, j'ai autre chose à aller chercher, voilà. Si y a eu un échec dans la soumission, au moins je peux aller directement au contenu principal, directement au formulaire et aller corriger les champs sur lesquels je me suis plantée. Plutôt que de devoir passer dans toute la page avant d'accéder pour savoir si ça s'est bien passé ou pas. Alors une grosse partie éléments interactifs complexes, donc là je ne vais pas pouvoir rentrer dans beaucoup de détails parce qu'il faudrait une formation et un thème spécifique, une présentation spécifique là-dessus. C'est ce qu'on trouve de plus en plus dans les sites, c'est-à-dire les boutons, les menus qui se déploient, les accordéons, les onglets, des choses comme ça, tous des composants interactifs. Donc première chose importante, c'est si ça se passe dans la page, si on va pas vers une nouvelle page, ce qui va actionner ce genre de choses, c'est pas un lien, généralement c'est plutôt un bouton, c'est pas un lien avec un href vide, c'est un bouton, parce qu'au moins on sait qu'on reste sur la même page et il y a une action explicite, donc il faut que le bouton il ait aussi un intitulé, on sache ce qu'il va faire et pas qu'il soit vide ou qu'il ait quelque chose qui n'a rien à voir. On va privilégier aussi les éléments natifs. C'est-à-dire que si on a une liste déroulante de choix, tant qu'à faire, utiliser un select plutôt que de vouloir redévelopper la roue. Alors, on peut être tenté pour des trucs très spécifiques de faire des choses custom. Dans ce cas-là, il faut avoir en tête de tout ce qu'il faut respecter pour que ça fonctionne correctement dans toutes les conditions. Donc, respecter ce que je mets en dessous, respecter les design patterns, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont écrites pour dire un bouton, ça doit fonctionner par exemple de cette manière-là. Si je veux simuler un bouton parce que je peux pas utiliser l'élément natif bouton, dans ce cas-là, il faut que j'ai en tête que il faut que j'associe plein d'autres choses, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse prendre le focus clavier, il faut qu'il puisse être soumis avec la touche entrée ou la touche espace, voilà, il faut que j'indique le focus, etc. Donc si on sort des éléments natifs, dans ce cas-là, il faut penser à tout ce qu'il faut mettre en place en plus pour que ça fonctionne correctement. Notamment la navigation clavier. Donc je parle des design patterns des Accessible Rich Internet Applications, donc ARIA. C'est une spécification qui a été mise en place justement pour guider les développements de tous ces composants interactifs qui n'ont pas encore forcément des balises dédiées. Par exemple un accordéon, des onglets, des choses comme ça. Donc ils définissent en fait précisément comment la navigation doit se dérouler, les éléments, quel rôle ils doivent avoir, quel nom, comment ils sont reliés les uns avec les autres. Donc ils ont des attributs spécifiques, généralement ARIA quelque chose pour les relier et puis faire que l'ensemble fonctionne et que ce soit correctement restitué. Par exemple un menu qui s'ouvre, de dire que voilà, là il est ouvert ou bien là il est fermé. Des choses comme ça. Donc là, faudra approfondir ce domaine-là pour comprendre un petit peu, mais j'ai mis des exemples, il y aura des ressources à la fin aussi. Voilà, il y a des guides de développement qui détaillent un petit peu ces types de composants. Il y a des plugins qui permettent aussi qui proposent déjà des composants accessibles. Et ça me permet de rebondir sur le fait que si on utilise des plugins externes dans un site, on doit s'assurer aussi qu'ils sont accessibles, puisque si on veut que notre site soit accessible, il faut que tout ce qu'on utilise à l'intérieur soit accessible. Donc de choisir, de bien prendre du recul avant d'intégrer quelque chose d'externe, de s'assurer que ça va être accessible pour les internautes qui ont consulté. Je disais prévenir l'internaute avec des actions explicites, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, s'il y a du contenu qui est modifié dans la page à un endroit,
de savoir ce qu'on va déclencher quand on va cliquer sur le bouton. Et avec ARIA, on peut aussi indiquer qu'il y a une zone de la page qui a changé et que ce soit restitué, c'est surtout pour les lecteurs d'écran, restitué de dire voilà, la liste a été rechargée. Comme ça, on sait qu'on peut aller directement à la liste en question. Voilà, mais ça c'est un gros point, et surtout sur les sites maintenant, ça regorge d'éléments interactifs plutôt complexes. Donc ça c'est quelque chose à approfondir, à beaucoup approfondir. Et une partie test, puisque dans la partie conformité à l'accessibilité, il y a des choses qui sont automatisables, de valider qu'on utilise les bonnes balises, qu'elles sont correctement reliées entre elles, etc. Que les images ont tous un alt, même s'il est vide ou pas. Il y a des choses qui sont automatisables, donc dans ce cas-là, d'utiliser au max les outils qui permettent d'automatiser ça. Donc là, je vous ai mis un exemple de 4 types d'outils qui proposent soit des extensions navigateurs pour voir les erreurs ou la conformité de la page sur ce type de critères, ou alors qui permettent même, comme Axe ou PAI, ils permettent d'intégrer dans des systèmes de tests pour valider des déploiements, des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant de les intégrer progressivement dans les process dans la stack. Et 2 tests très simples à faire manuellement pour le coup, c'est de s'assurer que quand on est sur une page, on peut tout faire au clavier, c'est-à-dire qu'on peut actionner toutes les fonctionnalités, et surtout on voit toujours où on en est, on voit toujours le focus où est-ce qu'il se trouve dans la page. Et le deuxième test, qui est un critère niveau AA, mais qui est normalement pas trop complexe à mettre en place, c'est-à-dire s'assurer que si on zoome jusqu'à 200% la page, c'est toujours lisible, il n'y a pas des éléments qui se chevauchent qui feraient qu'on les voit plus, qu'on peut pas lire le texte en entier parce qu'il est bloqué en hauteur. Donc pour ça, d'utiliser des unités relatives pour les typos, pour les tailles d'éléments, de pas fixer des 8 mais plutôt des min 8 ou des choses comme ça, ça permet en fait de très facilement mettre en place cette thématique-là, c'est-à-dire de s'assurer qu'en différents niveaux de zoom, tout est toujours lisible et consultable. Surtout quand on pense responsive, on peut s'assurer qu'en zoomant, de plus en plus, on arrive vers un affichage type mobile avec les menus, etc. Mais du coup, ça reste cohérent visuellement et agréable à consulter aussi. Voilà, donc on arrive un peu vers la fin. Pour conclure, je dirais que c'est une démarche progressive, c'est-à-dire que là, je vous ai peut-être un peu, si vous n'étiez pas trop sensibilisé à l'accessibilité, ça fait peut-être beaucoup de choses, plein de points différents à prendre en compte, à avoir en tête. C'est pas grave, on commence petit, on commence pas à pas, on regarde ce qu'on peut faire aujourd'hui, puis demain. On essaye de capitaliser sur ce qu'on met en place. Si on commence à créer un composant ou utiliser un composant, on a vérifié, validé qu'il était bien accessible, peut-être qu'au prochain projet où on a un type de composant comme ça, on réutilise le même. On forme les équipes, donc idéalement c'est d'aller plus loin que juste cette sensibilisation, mais d'être formé concrètement par des experts sur le sujet. Et aussi, on forme les clients, puisque côté projet, si c'est eux qui décident du contenu, si c'est eux qui intègrent le contenu, il faut qu'ils sachent aussi comment contribuer de manière accessible, comment valider aussi des fonctionnalités si elles sont pensées accessibles ou non. L'idéal, quand les équipes sont pas encore complètement formées, c'est de faire suivre les projets avec une personne référente qui peut suivre au fil de l'eau, qui peut valider, par exemple, composant par composant, ok, ça c'est accessible, comme ça, on se retrouve pas à faire un gros audit à la fin et découvrir des choses dans tous les coins, mais plutôt de valider pas à pas ce qui est produit. Et je le disais, donc capitaliser dessus en l'intégrant dans les process au fil de l'eau, d'intégrer les réflexes, en fait, pour que la prochaine fois, on n'ait plus à se poser la question des contrastes, parce que les designers, ils savent maintenant qu'il faut faire gaffe aux contrastes. Et je termine par une petite liste de ressources. Il y en a plein, mais voilà, j'ai choisi celle que je trouve très bien. C'est d'abord les personas, donc les profils utilisateurs, profils d'internautes, pour comprendre un peu les obstacles rencontrés sur le web selon les différentes situations de handicap. Autour du référentiel du RG2A, il y a plein de ressources qui sont éditées par la DINSIC
donc de les consulter et d'approfondir les différents sujets à ce niveau-là. Vous pouvez aussi lire le référentiel avec tous les critères et les tests, mais bon, la première lecture c'est un peu ardu, donc je vous conseille plutôt de voir les ressources. Les notices accès de web qui sont très bien faites pour vulgariser justement thématique par thématique. Par exemple, si je veux faire un carrousel, à quoi je dois faire attention, si je veux faire des onglets, etc. Donc à consulter aussi. iProject, iStyle Guide qui détaille des composants, des librairies de base qui détaillent composant par composant ce qui a été fait pour les rendre accessibles. Et du coup, dès qu'elles soit on peut les utiliser, soit on peut s'en inspirer en fait pour créer ses propres composants. Des plugins créés par Nicolas Hoffman, donc un Français pour le coup, par exemple une fenêtre modale accessible, des accordéons accessibles, etc. Donc pas hésiter à réutiliser ce qui est fait déjà dans ce domaine, surtout quand on ne connaît pas trop au début. C'est bien d'utiliser ce qui a été fait et validé par des experts. Scampi, c'est un framework, une librairie qui a été créée par la DILA, donc l'entité du gouvernement, et qui intègre déjà toutes ces recommandations accessibles, donc qui sont basées à moitié sur Bootstrap pour certains composants, mais qu'ils ont rendu accessibles parce qu'ils n'étaient pas forcément accessibles sur Bootstrap de base. Donc ça peut être bien aussi de se baser là-dessus, puis c'est en constante évolution, donc les utiliser. Inclusive Components, c'est un guide de différents types de composants qui détaille pas à pas comment les faire de manière accessible, les problématiques rencontrées, etc. Par contre, c'est en anglais, celui-là. Et puis dans les sites, vous l'avez vu tout à l'heure, Access 42, parce qu'il y a beaucoup de ressources sur leur site, d'articles, de tutoriels sur le design et l'accessibilité, aussi des retours d'expérience utilisateurs en situation de handicap. Simply Accessible, qui est une autre agence pour le coup anglaise ou canadienne, enfin américaine ou canadienne, donc en anglais, qui propose beaucoup d'articles aussi et de tutoriels de retour d'expérience sur l'accessibilité. Et puis le WebIM, c'est aussi le même type, agence qui regroupe des tutoriels et des articles qui peuvent aider à approfondir des thématiques. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et avez-vous des questions ? J'ai une question, oui. C'est justement peut-être pour faire réaliser aux personnes qui peuvent travailler sur toute une chaîne de projets, quel est vraiment l'intérêt de s'investir là-dedans? Est-ce qu'on sait aujourd'hui dire à peu près une tranche de population qui peut être concernée par... Alors c'est la question, c'est toujours la question qui tue. Alors on n'a pas de chiffre exact déjà, parce que déjà c'est pas quelque chose qui est forcément évalué précisément, parce qu'il y a tellement de types de handicaps qui sont pas forcément impactants pour le web ou pas, enfin ça dépend vraiment, qui se combinent ou pas. On compte aussi les personnes âgées ou pas. Donc d'une fourchette très 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 large, ça peut être de 5 à 20% de la population qui est concernée. Donc l'idée c'est que on fait des sites autant qu'ils soient accessibles à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde puisse les utiliser. C'est difficile de se dire non, dans mes utilisateurs j'ai pas de personnes aveugles, mais comment tu sais en fait? Peut-être qu'ils utilisent pas ton site parce qu'ils peuvent pas justement y accéder. Donc l'idée c'est de se dire on met en place des choses qui sont... Oui, il y a un point important, c'est qu'on met en place des choses qui sont indispensables à certaines personnes pour pouvoir interagir sur le web, mais aussi qui peuvent être utiles à tout le monde. C'est-à-dire que si les boutons sont suffisamment gros, je vais pouvoir bien les utiliser sur mon téléphone portable ou des choses comme ça. S'il y a des sous-titres à la vidéo, je vais peut-être pas avoir besoin de sortir mon casque pour la regarder. Voilà, c'est plein de situations supplémentaires qui vont bénéficier de l'accessibilité. Donc ça fait partie d'une démarche globale d'inclusion et aussi de qualité de ce qu'on livre. Ça fonctionne dans toutes les conditions. Et du coup, tu confirmes finalement, même si ça vient pas forcément d'une demande client spécifique, c'est plein de petites bonnes choses qu'on peut intégrer au fur et à mesure. Ah oui, exactement. Oui, bien sûr. Il ne faut pas attendre d'avoir la contrainte, entre guillemets, de fournir un site accessible pour commencer à mettre en place des petites choses. Déjà, généralement, quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte qu'il y a plein de choses du HTML, du CSS qu'on ne connaît pas très bien et qui ont plein d'implications. Donc, c'est aussi
une bonne façon d'enrichir son expérience professionnelle intrinsèque, on va dire, pour soi-même, de s'auto-former sur des sujets, d'avoir des petits challenges, parce que c'est facile de produire du code très vite et puis de pas tester si ça marche au clavier, tout ça. Après, quand on teste plein de choses, on se rend compte en fait en fait c'est super riche le HTML, il y a plein de choses qui sont pensées que les navigateurs font et que nous on n'y pense même pas parce qu'on l'utilise tous les jours, mais quand on doit refaire un composant, on se rend compte que il y a plein d'implications et c'est intéressant de creuser un peu comment ça se passe derrière. Micro. J'avais une question sur certains éléments. J'ai l'impression qu'on peut facilement créer un SDK ou des librairies qui peuvent être utilisées partout. Je pense notamment au texte, à la couleur. Est-ce qu'il y a des choses que tu connais, que tu peux nous des tips, enfin des librairies que tu connais qu'on peut utiliser facilement, ou est-ce qu'aujourd'hui en open source il n'y a rien là-dessus? Alors qu'est-ce que tu veux dire par le texte et la couleur? Ouais, tout ce qui était le iStyle Guide par exemple, c'est pas mal, ou des choses comme ça. Mais non, je pense par exemple le fait de est-ce qu'il y a des options dans le navigateur qui permettent de dire là je passe en mode dyslexique et automatiquement on va changer la fonte Alors oui, il y a des options navigateur qui sont utilisées par les personnes qui en ont besoin, c'est-à-dire que dans le navigateur on peut changer la police, on peut changer la taille par défaut, et c'est aussi pour ça qu'il faut s'assurer que les sites qu'on produit soient assez robustes pour supporter ces changements-là, des changements de couleur, d'arrière-plan, etc. Pour les utilisateurs qui en ont besoin. Alors, il y a des choses qui ne sont pas proposées de base par les navigateurs, donc là, il faut quand même qu'on s'assure que le code qu'on fournit soit suffisamment robuste pour ça. Et je pensais aussi au menu où tu as fait un double tab, où il y a le menu qui s'affiche rapide. Enfin, ça, typiquement, une librairie est capable un SDK où on peut dire voilà, on va mettre des encres un peu partout, c'est lié au SDK, il y a un menu qui s'affiche en haut à gauche. Est-ce qu'il y a des choses qui existent ou à chaque fois il faut refaire les choses? En fait, le truc c'est par exemple si quelqu'un utilise un lecteur d'écran, les lecteurs d'écran proposent déjà ce genre de choses. Si le menu est balisé avec une balise nav, par exemple, une balise navigation, on peut aller directement à la navigation. Par contre là c'est sur la navigation clavier sans lecteur d'écran, il n'y a pas ce genre de raccourci. Donc pour l'instant c'est encore nécessaire. Non, c'est encore nécessaire. Pour l'instant, tous les navigateurs, c'est pareil, ils changent que au fur et à mesure, ils n'implémentent pas ces trucs-là de base. Après, d'incorporer ce genre de bonnes habitudes dans les sites, les CMS, par exemple, nous, je vois sur Drupal, on a déjà nos réflexes, les liens d'accès rapides, ils sont déjà intégrés par défaut. C'est des choses qu'une fois qu'on les met en place, si on réutilise le même framework ou le même CMS, généralement, on peut capitaliser dessus pour les projets suivants. Et toi, tu parlais plutôt côté logiciel, c'est ça ou Non, côté développement en fait. Est-ce qu'il y a vraiment des SDK d'accessibilité qui permettent d'avoir les bonnes pratiques et de les intégrer directement sans avoir à tout faire quoi. En fait, certaines choses, il y a rien qui fait tout de base quoi. Il faut quand même tout ce qu'on va rajouter nous-mêmes sur les pages. Là en tête, j'ai pas des noms comme ça de site, mais on peut aller voir en fait sur le site AccessiWeb, il y a la galerie des sites labellisés. Okay. Et après, il y a des sites qui sont pas labellisés et qui peuvent le respecter aussi. Ouais. Et tu as un pourcentage, un chiffre en tête sur tous les, on va dire les grands sites en France? C'est mentionné quelque part? Il y a des études? Alors non, je crois. Mais je vais citer ça de tête. Alors je pense que je dis des bêtises. Mais même pour les sites du secteur public, je crois qu'il n'y a que 4% qui sont réellement accessibles et certifiés. Donc voilà, le site des impôts exactement il n'y est pas. Le site service public par exemple il l'est. Et il y a un très gros travail de la DILA justement sur ce site, et sur d'autres qu'ils étendent au fur et à mesure sur tous les sites gouvernementaux. Mais c'est aussi un énorme travail puisque ça fait longtemps que c'est censé être obligatoire, mais ça prend du temps quand on n'y a pas pensé au début. Donc de faire les choses au fil de l'eau aussi, c'est beaucoup moins coûteux de passer après coup et de devoir faire une refonte totale parce qu'il y a beaucoup trop de choses à changer. Donc, et justement, du coup, je fais deux questions en une. Oui. Par rapport aux clients que vous pouvez accompagner, que tu as mentionné au tout début de la présentation, par exemple, est-ce que on sait mesurer le coût de passer d'un développement classique à un développement qui englobe toutes ces fonctionnalités complémentaires? Alors, je sais pas si Audrey, je te laisse parler plus là-dessus, mais...
Du coup, le coût, je pense que c'est de l'ordre de 15 à 20% en plus, en fait. Après, ça va dépendre en fait de la complexité du projet, etc. Mais on est ça autour de 15 à 20%, à la fois du temps de consultant pour accompagner la production de A à Z, puisque, comme le disait Marie tout à l'heure, ça se fait de la phase de conception, design, jusqu'à la phase de production recette. Et puis après, les surcoûts en termes de développement, vraiment de temps homme à passer pour adapter certaines fonctionnalités, certains modules sur lesquels on peut se baser, etc. Ouais. 15-20%, c'est quand on y pense dès le départ. Oui. Alors oui, 15-20%, c'est quand on y pense dès le départ. Après, ça peut être moins. Si c'est un site pas très complexe, je pense que même à 10%, on y est. En fait, ça dépend justement si on travaille avec une équipe qui a déjà l'habitude et qui a plein de choses qui ont déjà été capitalisées, il y a les réflexes et du coup, ça va aller très vite. Ou alors si c'est une équipe qui n'est pas formée et du coup, il faut vraiment passer du temps à chaque étape de reprendre plein de choses, enfin de s'assurer de plein de choses, quoi. Tu voulais préciser quelque chose ? Et oui, du nombre de pages, bien sûr, de la taille du site. Mais après, un pourcentage, ça peut être... mais ça dépend de la complexité quand même beaucoup. Dès qu'on a des composants d'interface riches, enfin complexes, ça peut demander beaucoup plus de temps parce que beaucoup plus de JS un peu custom. Voilà. Et par contre, si c'est des sites vitrines classiques, si c'est un CMS qu'on a l'habitude d'utiliser, sur lequel on a déjà mis en place des modules et des réflexes, comme je parlais des liens d'accès rapide et tout ça, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place de base. Et si on a un starter kit qui intègre déjà toutes ces choses-là, ça va très vite en fait. Et il y a peu de choses custom à rajouter. Voilà. Si on fait attention quand on fait le CSS, c'est tout. Du coup, il me reste plus beaucoup de questions, parce qu'en fait, vous avez presque tout dit. Je suis la voix du développeur frustré qui aimerait faire de l'accessibilité, mais qui bosse principalement avec des startups, mais du grand public, et qui se disent que pour 4% des gens, ils vont pas se faire chier, et surtout, ils vont pas y mettre le budget. Tu veux dire de 5 à 20% des gens, ils vont pas se faire chier ? Oui, c'est clairement ça. Après, alors, eux, ils vont pas mettre le budget, mais toi, quand tu développes, qu'est-ce que tu moi, fais ? je suis HTML, parce que j'ai déjà travaillé sur des projets comme ça, et c'était pour le coup soit pour le gouvernement, donc là avec des lignes très précises, c'est là où je m'en suis pris plein la tête et que j'ai compris ce que c'était vraiment, et sinon pour UNESCO, mais avec un Drupal et un fond de Bootstrap, donc plus facile à mettre en place. Voilà, mais c'est pareil, plus facile, mais au final, si je prends le site maintenant, avec toutes les modifications qui ont été faites, et les deux, ça reste des sites qui sont très simples, et pas tout le dynamisme qu'on met dans les autres sites, et ça reste encore pas fou, quoi. Et c'est par rapport à ça, au niveau budget, comment on fait pour convaincre. Voilà, j'ai vu des horreurs passer dans mes derniers clients, ils se reconnaîtront. Mais non, mais c'est simplement en discutant avec eux, c'est pas la cible, c'est pas notre problème, et tant pis. C'est pour ça que si c'est pas une obligation côté client, ça va être difficile à vendre au client. Par contre, si c'est une intégration dans les process habituels et des choses comme ça, le client n'a pas forcément besoin de savoir qu'on lui fournit quelque chose d'accessible. Après, ça dépend. C'est toujours un arbitrage délicat entre le temps qu'on passe sur les choses et voilà le résultat final. Ça fait partie aussi d'une démarche plus globale d'accessibilité, de qualité, de qualité web. Je parlais au tout début que j'étais certifiée OpQuest, qui est donc bonne pratique et qualité, etc., qui englobe une partie de bonne pratique liée à l'accessibilité, mais plein d'autres choses aussi, la sécurité, la performance, etc. Après, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut fournir aux clients. Est-ce qu'on veut fournir quelque chose de qualité ou est-ce qu'on veut fournir quelque chose d'un peu bâclé très vite ? Après, ça dépend des besoins du client. Voilà, ça dépend. On s'adapte simplement aux besoins et au budget du client. C'est toujours le même problème. C'est ça. Mais si on a des choses qui sont déjà toutes faites et qui sont accessibles, autant les utiliser quand même. Parce que si elles sont faites et qu'elles fonctionnent bien et que c'est rapide à mettre en place, enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de trucs supplémentaires à mettre, voilà. Est-ce qu'en termes de formation, il y a des choses qui sont mises en place? Moi, j'ai pas eu de formation dans le web, donc je sais pas en école si on apprend ce genre de choses. Et surtout, quand on est formé à être intégrateur, est-ce qu'il y a tout ça qui sort? Alors, moi, quand j'étais formée, non. Mais maintenant, de plus en plus, alors, en accessibilité pure, je crois pas tant que ça, malheureusement. Par contre, pourquoi là, on parlait des bonnes pratiques qualité.
Ils ont de plus en plus d'écoles partenaires qui font passer une certification aux étudiants, donc ça permet d'avoir un aperçu de toutes les bonnes pratiques web, qualité du code et tout le reste, et dont un peu d'accessibilité. Donc ça essaime au fur et à mesure, mais c'est très lent et voilà. Les écoles ne sont pas forcément toujours au goût du jour non plus de tout ce qui se fait et connaissent pas forcément des domaines aussi pointus. Enfin, ouais. Audrey veut préciser quelque chose. Pour revenir sur ce que tu disais par rapport à comment justement je vends entre guillemets l'accessibilité à mon client, c'est vrai que alors moi je suis plus sur la partie commerciale et il y a quand même un argument qui est assez fort, qui est le référencement d'un site en fait. On compare aussi Google à un sourd malvoyant, malentendant. Enfin, en gros, un site qui est accessible va être aussi un site qui va être mieux référencé, qui va du coup avoir plus de visibilité, ce qui reste quand même l'objectif premier de donner de la visibilité de beaucoup de nos clients. Donc ça reste un argument qui peut être valable aussi pour pousser un code de qualité accessible à tous et donc mieux référencé, quoi. Ouais, ça c'est tout. Il y a toute une palette d'arguments autour, pour l'accessibilité. Alors, faut se dire que l'accessibilité c'est pour les personnes en situation de handicap principalement, parce que c'est elles qui sont impactées en premier. Par contre, effectivement, il y a plein de bénéfices induits par l'accessibilité, dont le référencement, si les contenus sont aussi bien conçus, le contenu en tant que tel, parce que sinon même si c'est tout bien structuré, s'il y a rien dedans, ça sert à rien. Donc ça peut se jouer à ça, mais ça dépend vraiment des clients, les arguments qu'il faut mettre en avant pour ça. Ça dépend du type de client en face. Certains seront plus sensibles à certains arguments et d'autres à d'autres. Ouais. Je complète juste pour la partie formation. Il y a Geoffrey qui faisait remarquer qu'à Lyon 1, ils avaient eu 2 heures de formation. 2 heures sur un semestre pour être formé à l'accessibilité. C'est un début. Il faut s'en réjouir. Je faisais la remarque parce que pour avoir eu pas mal de stagiaires et d'alternants, un fil set, une légende, etc., ils savent pas forcément ce que c'est. Et ça sert à rien. Et puis en plus maintenant avec le JS et tout dynamique et tout ce qu'on vend en direct, tous les routeurs JS qu'on a, il n'y a plus un lien qui est un lien, un bouton qui est un bouton, le nombre de boutons qui nous redirigent vers d'autres pages, mais la notion de page qui n'existe plus parce que on a des pages dans des pages dans des pages, et c'est compliqué maintenant, c'est de plus en plus compliqué de se dire ok, ça je vais abandonner tout ça pour X%. Mais enfin, c'est ce que je veux dire, non, je suis convaincu, hein, donc c'est vraiment volontiers, mais c'est de plus en plus compliqué. C'est un boulot à plein temps. Ah mais de toute façon le web est complexe par défaut, hein, parce que tous ces frameworks, même sans penser à accessibilité, c'est déjà complexe, on va dire. L'idée c'est pas d'abandonner tout ça, parce que c'est normal que ça évolue, qu'il y ait plein de solutions, tout ça. C'est juste de continuer à avoir en tête les bases. C'est pour ça que j'avais mis la petite pyramide HTML et tout ça, parce qu'au final, même tous ces frameworks JS, ils génèrent du HTML qui va être restitué par le navigateur d'une certaine manière. Donc, il faut avoir en tête quand même toujours le résultat de ce qui va être généré. Et même si on n'écrit que du JS, il faut avoir en tête que derrière, c'est de l'HTML qui va être restitué. Donc, connaître comment ça fonctionne et des petits challenges professionnels, comme je disais, de se former sur la matière qu'on travaille, en fait. On parle beaucoup aussi, donc beaucoup des non-voyants sur le web, mais pas beaucoup des autres. Oui. Et j'étais pas là au début, effectivement, donc on en a peut-être parlé. J'ai parlé des différents types de handicap, mais peut-être tu es arrivé après, c'est partir. Mais c'est sur mobile, il y a plein de choses, notamment le contrôle à la voix et tout, parce que si t'en as parlé, je rattraperai. Alors, j'ai pas parlé du contrôle à la voix, tout ça, mais c'est vrai que sur mobile, on a aussi des lecteurs d'écran mobile qui sont inclus par défaut sur les devices, Android ou iOS. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on pense d'abord aux non-voyants parce que c'est vrai qu'on est dans un univers très visuel, donc c'est la première chose qu'on pense, c'est quand on perçoit pas par la vue comment ça se passe. Mais faut vraiment avoir en tête qu'il y a tous les autres types de handicaps qui sont impactés aussi par des obstacles rencontrés au quotidien. Et donc voilà. Mais c'est vrai que souvent ça se résume à faut faire la navigation clavier et puis voilà. Mais c'est déjà un début parce que ça va quand même bénéficier au reste. Merci beaucoup. Merci. Bon, si c'est tout bon, merci à vous et
Eh bien, je vous enverrai les slides. Voilà. Merci beaucoup.